devrions-nous attendre du conclave de Nairobi sur le plan sécuritaire? Jusque-là, les Congolais s'interrogent sur l'importance du conclave de Nairobi. Est-ce que cette réunion des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est pourra-t-elle aider le Congo à retrouver la paix tant recherchée? Et puis, l'idée du déploiement d'une force régionale à l'est du pays répondra-t-elle aux attentes du peuple congolais? En tout cas, autant d'interrogations. Mais déjà, au sein de l'opinion, des réactions fusent de partout pour désapprouver cette idée. Pour la société civile du Nord Kivu, ça sera une force de trop, car il y a déjà la MONUSCO qui appuie les forces armées congolaises, même si son travail jusque-là n'est pas satisfaisant. La classe politique, elle, s'interroge sur la crédibilité de cette force à laquelle vont participer les pays agresseurs, notamment le Rwanda et l'Ouganda. Alors, combien de troupes viendront? Et qui va financer la force? Que de questions très pertinentes que se pose l'opinion. Mais la réalité, c'est que les Congolais attendent des dirigeants de l'EAC un engagement sérieux. Ils doivent être francs et sincères avec la RDC. Si tel n'est pas le cas, il est donc inutile d'attendre quoi que ce soit de l'EAC sur le plan sécuritaire. Messieurs et dames, encore une fois de plus, bienvenue. Alors, Maître Richard Bondo, je commence avec vous. Ça commence quand même à ne pas fonctionner déjà, cette affaire de la région. Qu'est-ce que nous attendons de ça exactement? Merci beaucoup, Christian. D'abord, de me faire partager votre plateau avec le secrétaire général du Nouvel-Élan, qui, depuis un certain temps, a rejoint ce que j'appelle le camp de la patrie. Et cela tout à l'honneur du président de son parti, l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Mais pour vous répondre, Christian, ni sincérité, ni franchise dans le chef de tout ce monde de petits pays voisins qui nous environnent. Pourquoi je le dis? La duplicité entre Museveni et Kagame est tellement avérée que moi, en tant que patriote du pays agressé par le Rwanda, je ne peux même dans un sommeil combien profond rêver d'un iota de sincérité dans le chef de Museveni que je connais, ni dans le chef de Kagame, et toute proportion gardée, parce que la méfiance commence à m'habiter un peu par rapport à Uhuru Kenyatta. Mais c'est Uhuru Kenyatta dont on a arrêté un de ses ressortissants dans cette affaire de M23. Vous souvenez-vous, c'était un métis qu'on avait arrêté, qu'il a dit qu'il était d'origine kenyenne. Qu'on a arrêté ici chez nous. Alors la question qu'on se pose, comment on peut croire à des gens comme ça? Non, c'est pour cela que moi je dis. Après le deuxième conclave, tout le monde a vu l'office de Museveni, un militaire général, remettre une lettre de Museveni à Uhuru Kenyatta. Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie pour croire à une sincérité dans le chef de Museveni qui nous a agressés depuis plusieurs années et dont l'office a déclaré Urbi et Orbi que, quoi qu'il en coûte, lui soutiendrait son oncle Kagame. Alors, c'est ainsi que Mbosso a dit que le fils nous a trahis. Le fils qui a trahi, c'est le fils de Museveni qui a donné toutes les garanties au président de la République qu'ils allaient aller ensemble, mais à la fin de compte, ça a été tourné. Et quand le M23 est mis en mal, les militaires rwandais passent par l'Ouganda pour rejoindre le M23. C'est-à-dire rejoindre leurs compatriotes au front chez nous. Alors pourquoi le chef de l'État s'est-il rendu dans une histoire comme ça, dans une messe à plusieurs démons? Moi je crois que
la probité caractéristique de Tshisekedi, apaisé pour se rendre à Nairobi et montrer à la face du monde que lui est de bonne foi. Mais les méchants en face de lui, sont-ils sincères? Mais est-ce que la Et bonne le foi... lendemain, pas plus tard qu'il y a 2 jours, le M23, c'est-à-dire les Rwandais, les agresseurs rwandais, ont tué dans les encablures de Rutshuru. Plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Une vingtaine. On parle d'une vingtaine. C'est pour cela que moi je dis au chef de l'État, en droit international public, bref, dans les relations internationales, donc les relations entre États, en dépit des accords signés, il y a toujours dans ces accords une clause tacite qu'on appelle le rebus sic stantibus. Ça veut dire? Ça veut dire, dès lors que des circonstances nouvelles ne permettent pas l'exécution d'un accord, chaque partie a la faculté de dénoncer le dit accord. Or, les tueries avec le M23 peut déjà être en train de déboucher pour nous. C'est déjà un argument justificatif de la dénonciation de l'accord de Nairobi sous le parrainage de Uhuru Kenyatta. Merci. Donc, nous les Congolais, nous ne sommes plus dans cet accord. Mais comme le président, vous le savez, il a prêté le serment dont le dernier engagement devant Dieu et la nation dit: moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je jure dans l'exercice de mes fonctions d'être toujours le fidèle serviteur du peuple. Or, ce peuple, dans les manifestations à travers toute la République, est contre Nairobi. Alors moi, je crois qu'il est temps d'exploiter cette clause qui est toujours tacite dans les accords entre États pour dire, avec ce qui vient de se passer dans le chef de M23, c'est-à-dire des agresseurs rwandais, il n'y a plus lieu d'appliquer cet accord. Alors, pour Voto, la même question. Quel crédit de cette histoire de Nairobi aujourd'hui? Aucun crédit, on peut s'attendre à rien. Le président, comme bon diplomate, a tenté peut-être de discuter avec ses homologues, d'obtenir quelque chose. Mais l'opinion congolaise, depuis le début, même avant l'accord, était opposée à ça. Et donc, il ne faut pas que le président commette l'erreur qu'a commise Musée, de penser que... Les autres sont de bonne foi. Les autres sont de bonne foi, ça ne viendra jamais. Et même que cet accord-là est très dangereux pour l'avenir du Congo. La personne qui a prononcé le mot balkanisation à l'adaptant au Congo, la première fois, c'est Lumumba. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Les projets de balkanisation, n'en déplaise ceux qui veulent nous faire dormir, mais ce projet, il est là. Et là, nous sommes à quelques pas de la balkanisation du Congo, avec l'accord de Nairobi. Ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'armée kenyane, c'est l'armée ougandaise, c'est l'armée... c'est l'armée soudanaise, tout ça. Puis il y a l'armée rwandaise, il y a l'armée burundaise. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, toutes ces armées? C'est l'armée de l'Empire Imatuti. Voyez-vous? C'est l'armée, ce qu'ils ont en commun, toutes ces armées, mis à part l'armée congolaise, ils ont un point commun, c'est l'armée de l'Empire Imatuti. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'ils occupent, et Kenyatta l'a bien dit, nous venons nous déployer dans le nord Kivu, le sud Kivu et l'Ituri. Que de pays frontaliers, pardon, que des zones frontalières. C'est cette région dont Kagame et Museveni ont tant rêvé depuis toujours. Et donc, qu'est-ce qui se passerait? Donc, lorsqu'ils auront occupé cet espace, effectivement, en 3 mois, ils vont le pacifier. Ils vont pacifier cet espace. D'ailleurs, c'est eux qui mettent l'insécurité. Ils vont demander à ceux qui mettent l'insécurité de se calmer. Ils vont s'occuper de Maï Maï, qui seront affaiblis. Et pendant 3-4 mois, il y aura la paix, un semblant de paix.
Et pendant, parce que nous n'avons aucun moyen, aucun mécanisme pour les demandes de parti. Aucun moyen. Alors, pendant moins d'une année, ils vont lancer la reconstruction de cette partie. On va réhabiliter les infrastructures, les routes, le pont, l'électricité. Et à un moment, les Kivussiens du nom, la population congolaise de cette partie se sentira quand même à l'aise. Ils se dira, mais tiens, au moins il y a la paix, au moins l'économie commence à marcher. Comme l'économie est tournée vers ces pays-là, ça va marcher. Et il y aura une démarcation nette entre l'Est du Congo, du moins cette partie-là, et l'Ouest. Et les gens qui sont dans cette partie sentiront qu'ils vivent mieux qu'à l'Ouest. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il y aura cette campagne d'autodétermination. Et rien ne pourra encore les arrêter. On n'a pas les moyens de les bouter dehors et ça sera fini. Mais parce que l'Ouganda qui a déjà pratiquement un projet de route à travers l'Ituri, il y a le Rwanda qui a un projet de route aussi, pratiquement... Ça va s'accélérer et ça va donner un semblant de mieux vivre à cette population qui va se dire, mais pourquoi nous on doit dépendre de Kinshasa? Parce que Kinshasa ne nous donne rien. Ne nous a pas sécurisés, les voisins nous ont sécurisés et les idées vont se naître, mais vous pouvez créer votre pays. Ces pays qui ne vont jamais diriger. Et voilà, l'empire Imatuti va s'exécuter. C'est la partition du Congo. C'est ça le plan. Il ne faut pas aller à l'université pour comprendre ça. Alors, si Tshisekedi commet cette erreur d'aller sur cette voie-là, il aura rendu le mauvais service au Congo et il sera celui qui a exécuté. Il ne faut pas que Tshisekedi donne raison à Nganda, qui disait que Tshisekedi est là pour exécuter les plans que Kabila n'a pas exécutés. Et ça, c'est vraiment un piège. Qu'il s'appuie, comme Maître l'a dit, qu'il s'appuie sur la réserve du Parlement, qu'il s'appuie sur l'opinion congolaise et qu'il recule. Alors, on pensait vraiment aujourd'hui que reculer ne serait... C'est pas très dangereux d'ailleurs, aujourd'hui. Reculer, par exemple, on dit on ne va plus le faire. Est-ce que la sécurité ne va plus s'accroître, s'accroître là-bas davantage? Christian Bossembe, on ne peut pas résoudre le problème avec ceux qui l'ont provoqué. C'est la base de l'insécurité au Congo, c'est qui? C'est le Rwanda, c'est l'Ouganda, c'est tous ces pays. Mais pourquoi avoir signé alors avec même hier, pourquoi avoir accepté quand l'AFDEL est entré ici, mais ce sont ces pays qui sont entrés ici. Il y avait des Érythréens, il y avait des Soudanais, ainsi de suite. Donc, c'est un remake. Et donc, nous, on doit se battre. Les Congolais doivent se battre jusqu'au dernier des Congolais. S'il faut que nous puissions mourir tous, nos enfants qui vont rester vont reconstruire son pays. Un peu comme le pasteur Ekofo l'avait dit. Oui, ça ne viendra que lorsque les Congolais prendront conscience que les Rwandais l'ont fait, ils ont pris conscience, ils ont pris les armes, ils ont donné leurs enfants. Maintenant, ils sont libres. Les Congolais doivent faire autant. Nous devons être prêts à aller mourir pour notre pays. Tant que nous ne sommes pas prêts pour mourir notre pays, nous pensons que ce sont les Rwandais et les Burundais qui vont mourir notre pays pour que nous ayons la paix, ça ne viendra pas. Alors, Blanchard Mongomba, je rappelle que vous êtes secrétaire général de Nouvel Élan, le parti cher à l'ancien Premier ministre M. Mozito. Qu'est-ce que vous en pensez de ces accords de Nairobi? Faut-il croire ou faut-il désespérer tout simplement? Ou craindre même l'avenir? D'abord, merci beaucoup Christian Bossembe de l'invitation. Je salue la pertinence des analyses de professeur Voto, que je connais bien, maître Richard Bondo, qui a voulu me faire porter un chapeau que je ne porte pas, mais je reconnais quand même la pertinence de mon aîné, maître Richard Bondo, avec qui d'ailleurs je bénéficiais de beaucoup... C'est notre maître à tous, dans un autre domaine, c'est notre maître à tous. Exactement. Mais moi, je suis totalement d'accord avec les grandes analyses, la lecture du professeur Voto, de maître Bondo, et moi, j'essaye d'aller un peu plus loin. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut rentrer un peu en arrière par rapport à l'histoire de notre pays, on remarquera que le Congo n'a jamais connu une armée forte. Ici, quand je parle d'armée, je vois en tout cas l'équipement, je vois les conditions qui permettent à cette armée de bouter dehors tous ceux qui osent ou oseraient menacer la quiétude des Congolais. Rentrons en 1960, lorsque le Katanga et le Kasaï est entré en désaccord, tout ça, on a vu rapidement l'ONU nous envoyer ses contingents composés de Belges et autres. Après, si nous prenons Mobutu, c'est vrai, il a essayé quand même de former des militaires, mais ces militaires n'étaient pas équipés. Mouzé arrive, la même chose, où il va recourir aux armées étrangères, le pays étranger. Joseph Kabila, la même chose. Aujourd'hui, M. Tshisekedi est en train de commettre justement la même erreur, cette même bêtise. Nous pensons que recourir
au conclave, aux solutions des accords et autres, ce sont des solutions palliatives qui ne pourront pas résoudre de manière définitive le problème du Congo. Le prof Voto l'a dit. La balkanisation du Congo, le premier à le prononcer, c'était Lumumba, et c'était en 1960. Déjà à cette époque, si le Congolais était prudent de mettre en place une armée équipée, une armée forte, je crois qu'on n'allait pas continuer à subir tout ce que nous subissons pendant plus de 20 ans dans la partie est de notre Mais pays. on a fait 32 ans, cher Blanchard, on a fait 32 ans sans aucune agression. Aucun pays frontalier n'osait ne serait-ce que déranger le Congo ou même commenter sur des questions congolaises. Mais depuis 1997, nous sommes finalement le ventre mou de la région. C'est justement parce que Mobutu avait su faire le jeu. Mobutu avait compris jouer avec la situation de l'époque, le deux blocs. Mobutu avait opté pour un camp et le semblant de paix était maintenu parce que Mobutu jouait un peu le rôle de ceux qui l'aidaient et l'amenaient à jouer ces jeux-là. Mais il n'avait pas aidé la République à mettre une armée. C'est vrai qu'il avait formé quand même de généraux, de militaires qu'il faut reconnaître, mais ces hommes n'étaient pas équipés. Parce que si ces hommes étaient équipés, je crois que ce soit Mouzé, Joseph Kabila, même aujourd'hui, messieurs Tshisekedi, ils allaient hériter de cette armée-là et de cet équipement. Mais malheureusement, l'héritage qu'ils trouvent, ça, il faut le reconnaître parce que c'est la question de l'insécurité dans la partie est de notre pays, chère question. C'est une question qui dépasse les bords, qui dépassent les limites de nos appartenances politiques et autres. C'est une question nationale, c'est une question qui touche la nation congolaise et ici, nous devons en parler sans état d'âme. Et ici, sans état d'âme, moi je dis que l'héritage qui est le nôtre aujourd'hui, c'est cet héritage qui démontre à suffisance que nous n'avons pas une armée. Tout le pouvoir, peu importe la manière qu'ils arrivent au pouvoir, ils héritent d'une armée incapable justement de faire face à la situation de l'insécurité dans la partie est de notre pays. Est-ce que c'est un piège, ces accords? Est-ce que c'est un piège pour la RDC? Effectivement, c'est un piège. Je ne veux pas aller trop loin. Je crois que l'explication du professeur Voto est très éloquente en ces termes. Donc ici, nous, en tant que Congolais, ce que nous devons comprendre, c'est qu'il y a un complot. Il y a un plan contre la République démocratique du Congo, les puissances étrangères, il y a même nos voisins dans la partie Est, le 5, pour ne pas citer tout le 5, il y a 3 qui sont vraiment à pied d'œuvre pour actionner, mettre en mouvement ces plans de balkanisation. C'est à nous maintenant, en tant que Congolais, de prendre conscience. On a vu d'ailleurs mon parti politique si bien que nous sommes dans la résistance, contrairement à ce que Maître Bondo venait de dire tout à l'heure. On a mobilisé les camps de la patrie. Les camps de la patrie, moi je crois que cette question effectivement nécessite à ce que nous puissions parler patrie parce qu'il s'agit du sol congolais. Il s'agit de la nation congolaise que nous devons préserver. Et ici, moi je suis d'accord que tous les Congolais, peu importe le bord, nous devons converger, nous devons travailler dans le même sens pour bouter hors état de nuire nos agresseurs. Et vous aviez vu, comme je le disais tout à l'heure, le 2 juin dernier, moi j'ai mobilisé mon parti politique, la base, pour exprimer notre désapprobation contre le Rwanda par rapport à ce qui se passe. Et on a vu tous les Congolais se mobiliser dans le même sens, contrairement à ce que M. Chilombo, M. Tshisekedi venait de faire tout à l'heure récemment en signant cet accord de Nairobi. Alors, je reviens avant de voir la solution. Oui, bon. avant de donner une solution, parce qu'on va le faire après, mais je voudrais que vous posiez la question, et je crois que c'est la même question à laquelle répondra Maître Bondo et puis professeur Voto. L'Angola puise notre pétrole jusqu'aujourd'hui. Vous avez le Brazzaville qui s'oppose à notre projet de port en eau profonde. Il préfère d'ailleurs route rail entre Kinshasa et Brazzaville. Vous avez aussi tous les 3 pays voisins qui ne sont pas d'accord avec le fait que vous ayez des raffineries chez vous ici. Ils veulent que ça soit chez eux. Alors à un moment donné, je me dis, pourquoi tous les autres pays voisins, eux, ont des projets bien arrêtés pour leur propre pays et ils ne branchent même pas pour nous? Mais quand il s'agit de nous, pourquoi ils émettent des réserves? Pourquoi ils nous parlent d'insécurité? Pourquoi nous devons suivre leur voie à eux? Christian, moi je pense que le tout premier problème du Congo, c'est l'héritage de son sol. C'est-à-dire, si nous prenons le 2 345 410 000 km², c'est ce qui met mal à l'aise tous les autres pays autour de nous. Parce que si je prends l'exemple du Rwanda, le Rwanda, avec ses plus ou moins 26 000 km²,
a par kilomètre carré 500 Rwandais. Tandis qu'en République démocratique du Congo, on a 10 fois moins que ça, parce qu'on a plus ou moins 48 Congolais au kilomètre carré. Cette situation déjà de terre, de l'espace, ça met mal à l'aise tous les autres, ce qui fait qu'ils nous convoitent parce que chez eux, ils n'ont pas de l'espace et ils ont besoin justement d'occuper les sols congolais parce que ça donne l'impression, par exemple dans la partie Est, que les Congolais ont abandonné cette partie-là et ça ne revient à personne, d'où nous devons aller occuper cette partie-là. Voilà pourquoi j'ouvre une petite parenthèse pour essayer de pingler ce que nous disons au Nouvel Élan avec Adolphe Muzito, que nous devons travailler dans le sens des titrisations de nos terres. Parce que si nous n'attribuons pas les valeurs juridiques, les actes qui reconnaissent le droit de propriété aux habitants, aux propriétaires du sol congolais, ça donnera l'impression que ce sont de terres qui appartiennent à personne, effectivement, des biens sans maître. Et les autres seront tentés de venir occuper parce que chez eux, ils n'ont pas de place, d'où ils doivent occuper les sols. Donc, c'est ça justement. Si nous prenons la richesse de notre pays, le sous-sol, c'est ce qui dérange. Si nous prenons les eaux et autres, donc ce sont nos richesses qui mettent mal à l'aise tous les autres pays. Et le problème, moi je dirais, ce n'est pas en ce moment à ces pays-là que nous devons trouver le problème, c'est aux Congolais que nous sommes. Nous devons nous mettre dans les conditions. Nous devons nous préparer à affronter, en tout cas, cette convoitise. Nous devons nous préparer à résister face à toutes ces pressions parce que tant que nous serons riches, tant que nous serons Congo avec 2 345 410 000 km², sachez que nous ne resterons pas libres. Ils viendront chaque fois nous acculer, nous mettre la pression pour essayer d'occuper, en tout cas, nos territoires. Maître Bondo, la même question. Aujourd'hui, est-ce que nous avons, comme l'a dit professeur Voto, est-ce que nous disposons des cartes, est-ce que nous disposons de jokers pouvant faire peur aux autres? Est-ce que nous avons cette arme dissuasive qui va dire aux Rwandais, n'essayez pas, qui va dire à l'Ougandais, n'essayez pas? Christian, dans l'étude maximaliste de Karl Deutsch, il est souligné que la sécurité est un prérequis fonctionnel à tout processus de développement et de progrès. Or, la sécurité de notre pays, qui peut nous la garantir? C'est le Congo lui-même, c'est-à-dire l'État congolais, à travers une force de frappe. C'est notre armée. C'est notre armée qui doit signifier à tous ces petits pays qui nous environnent, pour leur dire, faites très attention. N'imaginez même pas un jour venir. Ne rêvez même pas. Parce que je suis capable de vous rayer de la carte. Oui, mais parce que vous parlez de l'armée, Maître Bondo. L'histoire raconte que de Mobutu, tout le pouvoir de Mobutu, il n'y avait eu pas de brassage, il n'y a pas eu de mixage, si vous en connaissez, corrigez-moi. Mais l'histoire enseigne qu'à partir de 1997, l'épidémie a commencé. Brassage à gauche, brassage à droite, et on leur a intégré dans leur état. Donc quelqu'un peut se proclamer colonel, il devient colonel. Et aujourd'hui, certains militaires disent qu'il y a des généraux qui n'ont jamais été lieutenants, qui n'ont jamais été capitaines. Je ne vous le fais pas dire, Christian, parce que moi-même, j'ai toujours qualifié la parenthèse criminelle de notre histoire politique. Ça s'appelle l'AFDEL et ses dérivés. Nous ne pouvons pas, nous qui avons formé l'armée tchadienne, l'armée là du Tchad qui sécurise tout le Sahara, là, formée ici chez nous, à Kitona et même à Kotakoli. Les Ivoiriens là ont été formés chez nous. Les Togolais, n'en parlons pas. Et toutes ces armées qui sécurisent leur propre pays aujourd'hui, la plupart ont été formées chez nous, sous Mobutu.
C'est pour cela que moi je dis, le peuple congolais doit manifester sur toute l'étendue de la République. Les gouverneurs qui sont là, qui n'attendent pas un ordre venant de Kinshasa. Quand Kinshasa dit par exemple, Ngobila dit, nous devons soutenir notre armée, nous allons manifester par exemple un samedi. Le même samedi, dans les 25 provinces, le peuple congolais, 1 million, nous soutenons notre armée. Moi, je m'appuie uniquement sur notre propre force. Alors, les FARDC. Nous n'avons pas à compter sur les gens qui n'ont pas ce que nous avons. Alors, dites-nous... Qui nous envient. Est-ce que ce n'est pas aussi la déstructuration ou sinon le fait d'avoir désarticulé l'État congolais? Puisque, comme l'a dit Maître Blanchard, Maître Bondo, si vous allez dans certains coins de la République, vous pouvez faire 45 minutes en roulant, vous ne voyez aucun policier, aucun militaire, c'est des espaces, en tout cas, perdus de vue comme ça. Est-ce que ce n'était pas ça? Puisqu'à l'époque de Mobutu, vous avez vécu avant nous, en ce moment-là, on connaissait les chefs du quartier, on connaissait les chefs des rues, mais aujourd'hui, cette réalité, on l'a perdue depuis 25 ans. On ne connaît même pas les chefs de rue. L'État a été désaxé. Mais c'est ce que l'AFDEL a amené. Oui. L'accord de l'Émirat qu'on nous cache. Qu'on n'a jamais vu, hein. Mais ce qui les revendiquent dans tous les accords depuis 1997, c'est l'application de l'accord de l'Émirat. Ils nous cherchent des pans entiers de notre territoire. Ils veulent l'arracher. Et on a désarticulé, c'est toute une politique qui est venue depuis tous ceux qui ont mitonné l'agression de la RDC en 1996. Les gens ont mitonné dans leurs officines un plan de désarticuler d'abord notre armée, désarticuler l'administration publique, déstructurer les intelligences congolaises, les déstabiliser avec la corruption. C'est-à-dire que le professeur ne maintienne pas rigueur. Vous êtes à l'université où l'on est docteur en X, Y, sciences contre corruption. Mais c'est un peu comme ça que vous nous disiez lorsqu'on faisait les stages encore de la parole de Tshisekedi. Oui. Plus on a cumul de diplômes, on devient de plus en plus bête. Parce qu'on a le sang bête. On a le sang bête. Ça, c'était Étienne Tshisekedi. Bon, pourquoi? Parce que plus on a accumulé, on est dépersonnalisé, on n'a plus le fil conducteur de l'être humain. On sort de l'humanisme, on n'a plus d'humanité, on voit seulement l'argent et son intérêt personnel. Et ça, ils ont réussi à le faire. Et là, ils ont réussi. Ouais. Parce que, voyez-vous, des gens qui sont venus dans ce pays, pieds nus, s'en sortent multimilliardaires après avoir déstructuré le pays. Ce sont des déconstructeurs, mais nous, aujourd'hui, nous devons les déconstruire. Déconstruire les déconstructeurs pour reconstruire l'État. Parce que l'État a le devoir, selon les articles 50, 51, 52 de la Constitution, a le devoir d'assurer la sécurité à tout le peuple congolais. Alors, maître professeur Voto, la même question aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas finalement le résultat de l'effondrement de tout un État finalement? 25 ans, on dormait quand on a désaxé, on a déstructuré et aujourd'hui on se retrouve, l'Ouganda, pendant 25 ans, on va dire, nous on connaît la baisse, mais l'Ouganda, si vous y allez, vous vous rendez compte que l'Ouganda se construit. Le Rwanda se construit, même l'Éthiopie. Souvenez-vous, à l'époque, on chantait Éthiopie Nzala, Éthiopie Nzala. Aujourd'hui, l'Éthiopie est à la tête de l'aviation au niveau de l'Afrique. Et bien d'autres pays, l'Angola, qui vient de construire près de 30 000, je peux me tromper, des maisons. Mais nous, on est encore en train de reculer. Est-ce que ce n'est pas dû à ça, finalement? Vous savez, Christian, il y a plus de 30 ans, il y a eu des officines à Londres, à Washington, à Paris, qui ont redessiné la carte du Congo, qui ont éclaté les Congos. Les cartes existent. Monseigneur Echaou l'a vu. Il est allé dans une conférence et au mur, il y avait une carte d'Afrique et le Congo était subdivisé. Il a dit qu'est-ce qui se passe?
Et ça a été mis en exécution en 1997. Ceux qui ont fait ce plan n'avaient jamais pensé qu'en 2022, que le Congo existe encore dans cette configuration. Donc, ils ont échoué. Et moi, je ne suis pas pessimiste. Ils ont échoué. C'est vrai que ça fait mal. On est en retard, on vit mal. Blanchard, nous avons une armée. Il ne faut pas dire que nous n'avons pas d'armée. Voilà. Nous avons une armée. N'eût été cette armée-là, avec ses faiblesses, on n'en serait pas là. Ce pays serait déjà éclaté. Et ces plans-là, depuis 1997, avaient prévu de démanteler cette armée. Le Congo a eu une armée. En 1916, la force publique a marché sur Kigali. Kigali, le Rwanda, c'était une colonie allemande. Ce sont les militaires congolais qui ont arraché Kigali, la Tanzanie, à l'Allemagne, pour que Kigali, le Rwanda, le Burundi soient donnés à la Belgique. Ce sont les militaires congolais. En 1985, Mayele a marché sur Kigali et a fait fuir Kagame et tous les autres. En 1985 85. Ok. Donc, nous, on avait une armée qui était respectée. Et en 1997, lorsque Mouzé arrive ici, la première des choses qu'on lui a demandé, et il n'a pas compris, c'est de démanteler cette armée. Oui. On a amené tous ces militaires à Kitona. Il y en a qui ont fui en exil, il y en a qui sont allés à Kitona, il y en a qui sont morts de faim, il y en a qui sont revenus, mais qui n'ont jamais de fonction. Ils ont été remplacés par des soldats, des sergents de l'APR, qui sont devenus des généraux ici. Et vous en connaissez. Bien sûr. Qui n'ont jamais été même pas adjudants. Donc, des sergents, des caporals, à colonel au Congo, à général au Congo. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui a fait que nous en sommes là. Mais moi, je ne suis pas pessimiste. Au-delà de ça, cette armée faible qu'est l'armée du Congo, ça fait 25 ans qu'elle combat. Mais c'est bizarrement, ça fait 25 ans qu'aucune partie n'a été cédée de l'autre côté. N'a été cédée. Oui. Et cette armée de Kagame qu'on vend tout le temps n'a jamais combattu de front comme ça. Sinon par subterfuge. Et moi, je souhaite toujours de tous mes voeux, c'est Mouzé qui l'a dit, la guerre doit revenir, doit rentrer. Cette guerre n'a pas encore eu lieu, cette guerre doit avoir lieu. Si nous voulons être tranquilles, cette guerre que Mouzé a promise doit avoir lieu. Très bien. Et on verra si effectivement cette armée de Kagame est invincible. Alors, Maître Blanchard, bon, je vous appelle Maître Blanchard en même temps, vous êtes CG, en même temps avocat. Alors, dites-nous, est-ce que vous pensez, comme le professeur Voto et Maître Bondo, que nous n'avons pas raison d'être pessimistes, il faut plutôt croire, et comme vous l'avez dit, travailler à l'intérieur, s'organiser pour finalement donner la réponse aux autres? Je suis totalement d'accord que nous ne pouvons pas être pessimistes parce qu'ici, il s'agit du sol congolais, il s'agit de nos territoires. Par conséquent, nous devons mettre en place tous les mécanismes et tous les moyens possibles à notre possession pour essayer de contraindre, même pas essayer, pour contraindre les autres de nous respecter et de respecter le sol congolais. En tant que pays. Lorsque, je suis d'accord avec le prof Voto, mais lorsque je parle de n'avoir pas une armée, je considère que nous avons des hommes forts, nous avons des hommes bien formés, mais quelles sont les conditions qui entourent ces hommes? Parce que depuis 1960, moi je vu dans ma lecture de l'histoire, je comprends qu'il y a une volonté de puissance de désarticuler justement cette armée qui était préparée pour être justement capable de mettre hors état de nuire tous ceux qui oseraient menacer la quiétude de notre pays. Mais on a senti cette volonté et ça s'est démontré à suffisance à partir de 1996 et jusqu'à aujourd'hui, nous sentons que nous avons des vaillants qui sont bien formés, mais quel est le salaire qui pourrait permettre aujourd'hui à un militaire congolais de faire face pour gagner la guerre réellement dans la partie Est? Lorsque un militaire est au front, il pense à son fils qui est ici, qui n'a pas l'argent pour payer le TENAFEP. Vous pensez que ce militaire pourra vraiment bien se battre, mettre toutes ses capacités à l'œuvre pour aller à l'assaut de manière à gagner la guerre? C'est là où moi je dis que le Congo, surtout aujourd'hui, Adolphe Mozito l'avait démontré que nous avons l'avantage d'avoir ce que nous pouvons appeler l'embellie sur le plan de la fiscalité. Il y a augmentation de recettes, une mobilisation. Nous devons nous saisir de cette opportunité, disponibiliser une enveloppe conséquente de manière à augmenter le budget. Effectivement, aller par un budget rectificatif pour que nous puissions nous servir de ces bonus constatés
pour essayer justement Il y a au niveau d'autres du qui budget, pensent qu'il faut définir la donner... ligne. Il y a d'autres qui pensent qu'il faut donner 10% de notre budget, consacrer 10% à l'armée congolaise. Est-ce que ça sera suffisant? C'est 10%. possible parce que nous avions essayé au niveau du Nouvel Élan aller par un exercice ou un calcul simple. Nous disons, si nous mettons $1 milliard pour l'armée congolaise, dans un mois, l'armée congolaise est capable de neutraliser toutes ses forces et pacifier la partie Est et permettre à nos compatriotes dans cette partie vivre dans la quiétude. Je prends un exercice simple. En plus de ce que nos militaires gagnent aujourd'hui, nous, au Nouvel Élan, nous disons qu'il est possible que nous puissions mettre $500 par militaire. Si nous prenons 50 000 militaires, nous mettons dans cette partie Est qui nous dérange souvent, nous multiplions $500 par 50 000 militaires, ça nous fait 25 millions de dollars. 25 millions de dollars par mois, si nous multiplions par 12 mois, nous échelonnons, ça nous fera 300 millions de dollars. Avec 300 millions de dollars par an, en termes de primes, nos militaires sont capables de finir avec toutes ces forces négatives qui nous endeuillent, qui nous mettent mal à l'aise dans la partie Est. Les 700 millions restants pourraient permettre à l'équipement, à acheter l'équipement, à offrir des fonctionnements et autres. Les conditions des casernes et tous les autres. Donc avec ça, nous disons que le Congo peut justement régler la question de l'insécurité dans la partie Est sans dépendre des conclaves et autres, tout ce qui nous distrait inutilement, alors que nous avons des hommes bien formés, mais ce qui leur manque, c'est justement l'accompagnement, le moyen et les munitions pour finir avec toutes ces forces. Je vous relance, Maître Blanchard, avant de terminer le premier sujet pour prendre les propositions de Nouvel Élan, puisqu'il s'agit ça sera la deuxième question. Nous avons deux instruments ici. On parle premièrement d'abord du rapport Mapping qu'on n'utilise pas assez. Je crois que le docteur Mukwege en a parlé très longuement sur la question du rapport Mapping. Plusieurs autres pays en parlent, mais pourquoi la RDC semble être un peu timide sur la question. Mais aussi, aujourd'hui, les analystes se posent des questions. Pourquoi ne pas faire alliance avec la Russie carrément, puisque l'Amérique joue le jeu et du Rwanda et du côté congolais, pourquoi ne pas nous afficher directement avec la Russie, par exemple, avec Erdogan, la Turquie, qui sont finalement des pays qui montrent aussi qu'ils ont une puissance militaire. Est-ce que ces deux options seraient-elles bonnes? Ça veut dire exhumer les rapports Mapping, mais aussi avoir une alliance directe avec la Russie et la Turquie. Parlons du rapport Mapping, cher Christian. Moi, je pense que nos amis qui sont aujourd'hui au pouvoir doivent nous dire pourquoi est-ce qu'ils tergiversent, pourquoi est-ce qu'ils continuent à hésiter de parler de ces rapports. Parce que lorsque nous étions ensemble avec nos amis qui sont aujourd'hui au pouvoir à l'opposition, nous étions ceux qui soutenaient justement ces rapports de manière à le faire, en tout cas, à les mettre en exergue une fois nous avons les possibilités. Mais aujourd'hui, nos amis sont là. La même question, moi, je me la pose. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à mettre en mouvement, en exécution, ces rapports de manière à condamner, de manière à mettre en place les mécanismes qui pourront permettre à ce que nous puissions mettre d'abord ceux qui sont à la base de cette situation devant leurs responsabilités et essayer justement d'aller à l'assaut. Donc ça, je crois que nos amis qui sont au pouvoir sont mieux placés pour nous dire qu'est-ce qui se passe, de peur que nous puissions les considérer comme étant des complices de la situation qui se passe dans la partie est de notre pays. Alors, parlons de la Russie. Moi, je me dis, c'est bien bon comme solution, mais je me dis, c'est toujours une solution palliative pour moi. La meilleure solution pour nous, moi je me dis, c'est de compter sur nos propres moyens. Mettons nos moyens en exergue, disponibilisons au profit de nos forces armées, de manière à pousser ces forces de sortir le meilleur d'eux-mêmes pour nous aider justement à pacifier la partie est de notre pays. Puisque s'il faut chaque fois recourir aux forces extérieures, aux forces étrangères, la Russie soit-elle, sachez qu'un jour, ça va toujours se retourner contre nous. Parce que tous ceux qui viennent, ils ne viennent pas gratuitement, Christian. Ils viennent parce qu'ils ont un intérêt caché quelque part. D'où nous devons, en tant qu'État, État souverain, commencer par prendre conscience que nous avons, partant de notre population, la possibilité, la capacité de mettre une armée forte, une armée capable à tenir et à faire reculer tout cet État qui oserait déranger la quiétude de notre pays dans la partie Est. Alors, Maître Bondo, les deux instruments, le rapport Mapping, d'un aide avocat, qu'en pensez-vous? Mais aussi la Russie et la Turquie, est-ce que des bons alliés circonstanciels, le temps pour nous de nous réformer militairement? Christian, par rapport à Mapping,
Le Rwanda est clairement cité. Kagame d'ailleurs. Kagame. Je pense, moi, que à ce point de vue, nous avons la possibilité de déranger sérieusement Kagame parce que nous sommes partis au statut de Rome. Les articles 8 bis, 15 bis et 17 bis définissent clairement l'agression et la responsabilité du chef hiérarchique est engagée. Qui commande? Qui est le chef de guerre au Rwanda? Il s'appelle Paul Kagame. Pour le projet du tribunal dont parle tant le président de la République ainsi que le prix Nobel Mukwege, tribunal spécial pour la RDC, c'est question d'avoir des vrais diplomates assistés de vrais juristes. Pas de diplômés en droit, mais de vrais juristes qui maîtrisent le droit international public et surtout les juridictions internationales pour négocier à New York afin que le Conseil de sécurité appuie le bureau du procureur près la CPI pour engager des poursuites contre Kagame. Dès que la tête de Kagame est visée par la justice internationale, Museveni va reculer. Le M23 va disparaître de lui-même. Mais est-ce que ce n'est pas l'hypocrisie internationale aussi? Parce que Non, l'ONU aussi l'hypocrisie internationale... fait sourd d'oreille sur la question de Non, mapping. l'hypocrisie internationale exploite la faiblesse de notre diplomatie. Ah, nous sommes un État faible. Les 22 ans de l'AFDEL jusqu'au FCC, c'est-à-dire 96 à 2019, nous avions cessé d'exister comme État parce que le monsieur que nous appelions président de la République n'était qu'un tétrarque de la RDC au service du Rwanda. Pour preuve, quand l'AFDEL entre, pendant que James Kabarebe est chef d'état-major du Rwanda, il est en même temps notre chef d'état-major. Le chef d'état-major de deux armées. C'est lui qui a empoisonné nos vaillants officiers généraux à Kitoda, qui les a éliminés, qui possède notre plan de défense, de sécurité. Donc nous avons été désarticulés par ceux qui ont ici été considérés par des Congolais fragiles comme des raïs. Alors qu'ils étaient des tétrarques au service du Rwanda, au service de Museveni, au service de l'étranger. Avec le plan dont fait état le professeur Voto, les porteurs de ce plan, c'est les gens qui nous ont gérés 18 ans. Voilà pourquoi, moi, comme le professeur Voto, comme maître Blanchard, nous sommes d'avis qu'il faut reconstruire immédiatement notre armée. Mais comment le faire? J'ai proposé, je crois à partir de chez vous, c'est la deuxième fois que je crois que je le dis, que je le dise, c'est que nous devons mettre en place, le gouvernement doit mettre en place un fonds de souveraineté de la RDC. Dans ce fonds, chaque citoyen majeur va contribuer. Il faut que la Banque centrale donne un compte où nous allons mettre notre argent pour équiper notre armée. Ça ne sert à rien d'aller voir Poutine. Non, nous achetons les armes chez les autres. Mais quand ce fonds aura atteint un certain niveau,
nous sommes propriétaires d'uranium. C'est notre uranium de Shinkolobwe qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale, qui a sauvé l'humanité. Nous avons un centre nucléaire ici. Nous avons des savants, des professeurs qui sont mieux outillés pour que nous puissions fabriquer nous-mêmes une arme nucléaire. Parce que l'uranium est chez nous. Pourquoi on nous le vole, on vend à l'Iran, on vend à la Corée du Nord, on vend aux autres, mais nous, propriétaires, nous avons appris dernièrement que ceux qui ont géré 18 ans avec certains pays vendent cet uranium. Mais pourquoi nous, avec les cerveaux que nous avons dans les universités ici, que ce soit à Lubumbashi, que ce soit à Kinshasa, nous avons des intelligences, même dans la diaspora, des intelligences congolaises, pour que nous puissions nous-mêmes construire une arme nucléaire. L'Afrique du Sud, on respecte cet État-là, parce qu'ils ont l'arme nucléaire. Mais ils n'ont pas d'uranium chez eux. Mais nous, nous en avons. Donc, merci Alors, beaucoup. nous avons ce fonds, nous avons des intelligences, des génies qui doivent nous lancer déjà un projet d'avoir une arme nucléaire. Et dès qu'on a ces projets-là, arrêtez aussi cette affaire d'aller aux élections demain. Pas d'élection en 2023, le budget est affecté. On affecte à cette aventure des politiciens qui ne résolvent jamais un problème depuis 60. Très bien. Nous prenons cet argent affecté à la CNI, nous affectons à l'achat immédiat des armes pour équiper nos forces armées qui sont au front afin de restaurer l'intégrité territoriale. Élection ou guerre, on en parlera un autre jour, ce ne sera pas le sujet aujourd'hui, sinon on risque de casser l'élan. Alors, professeur Voto, je reviens à vous. Tshisekedi et l'UDPS n'ont jamais été dans ces affaires des crimes. Ils ont, comme on dit, des mains blanches, puisqu'ils n'ont pas des crimes. Donc, ils n'ont pas intérêt de protéger, bien évidemment, ceux qui sont cités dans le rapport mapping. On croirait que c'est avec eux, d'ailleurs, que le mapping allait finalement ressurgir, puisqu'eux, ils n'ont pas peur, ils ne seront pas dedans. Mais pourquoi il n'y a pas une voix qui porte sur la question du rapport mapping, ni au niveau national, moins encore au niveau international? Parce qu'ils protègent leurs amis. Ils protègent leurs amis, tout le monde connaît le contenu du rapport mapping. Ils savent que si je pousse le rapport mapping, je m'attaque à Bossembe, il est sur la liste, je m'attaque à Blanchet, il est sur la liste. Moi, je crois qu'il n'y a que ça, parce que le fils de Etienne Tshisekedi qui a refusé les armes, le fils de Etienne Tshisekedi, pourquoi, connaissant tout ce que nous avons connu, pourquoi il ne met pas ce rapport sur la table? Parce qu'il n'y a que l'État qui peut le faire. Vous parlez de la possibilité de nouer des accords avec la Russie. Avec la Russie ou la Turquie? Non. La guerre de l'Ukraine, par exemple, ce n'est pas notre guerre. Nous n'avons pas choisi entre les États-Unis et la Russie, ce n'est pas notre problème. Vous me rappelez là Mobutu. On a diabolisé Mobutu, mais plus d'un quart de siècle d'insécurité dans ces pays aujourd'hui, on commence à voir que Mobutu était un héros. Mobutu a géré ces pays au comble de conflits de la guerre froide, comme on l'appelait à l'époque, entre le bloc Est et Ouest. Mobutu a su jongler avec les États-Unis, avec la Russie, avec la Chine, pour que le Zaïre retrouve son compte. Et il disait, nous sommes ni à gauche, ni à droite. Hein? La droite, c'était les États-Unis, la gauche, c'était le bloc soviétique, le bloc communiste, mais il était avec tout. La même armée de Mobutu était formée et par les Américains, et par les Français, et par les Belges, et par les Chinois, et par les Coréens. Comment il faisait? C'est ça la diplomatie. Donc, le problème, c'est comme Maître l'a dit, aujourd'hui, notre diplomatie est faible, pour ne pas dire malade. Et c'est là où, quand les gens pensent que Kagame est si intelligent, il parle anglais, il parle aux Américains, mais moi, je dis toujours, mais nous, on a plus que Kagame. Un monsieur comme Denis Mukwege vaut plus que Kagame en termes de diplomatie. Pourquoi nous ne l'exploitons pas? Pourquoi pas? Parce que Mukwege est à même de prendre son téléphone et appeler le président américain. Ça, je le témoigne. Pourquoi on ne peut pas le charger de missions pour aller plaider? Parce que tout ce qu'il fait jusque-là, c'est à titre privé. Dès lors qu'il a une casquette officielle, dès lors qu'il a une mission officielle,
qu'est-ce que ça peut apporter? La femme du président Biden est allée le voir. Elle est passée par ici, le roi belge est passé par là. Mais tout ça, ça ne dit rien aux officiels congolais. J'ai l'impression que les gens ne comprennent pas toute cette... Tout ça, ça ne nous dit rien. Tout ce qu'on voit, c'est que c'est un concurrent potentiel. Si on lui donne quelque rôle que ce soit, il gère le prochain président. Alors que ici, c'est le pays. Ici, c'est d'abord le pays, sauver le pays. Mais donc, je crois que nous devons... C'est sur le terrain américain qu'il faut se battre. J'ai toujours dit, il faut ramener les débats politiques, les débats de sécurité au Congo dans l'opinion américaine. Dans l'opinion américaine, dans la politique américaine. Mais il y a un sénateur américain qui a condamné ouvertement le Rwanda, mais c'est là où on doit travailler. Ça commence par là déjà. C'est là, au lieu il est clair sur la question que Kagame, mais lui, il ne doit pas beaucoup aimer Kagame, en tout cas. Hein. Mais justement, ouais, parce qu'il a dit avec, des gens comme ça, il y en a. Il y en a au Congrès américain. Oui. Et donc, au lieu de dépenser des millions de dollars pour le lobbying politique, mettons ces millions de dollars au profit de ces genres de sénateurs, de ces genres d'hommes politiques, des agences, pour qu'on parle de nous dans le Congrès américain, pour qu'on parle de nous dans l'opinion américaine. Dès lors que ça va basculer aux États-Unis, il y aura des répercussions dans la région. Très bien. Mesdames et messieurs, vous suivez cette émission Grande Tribune. C'est la fin du premier sujet qui finalement tournait autour des accords, mais en même temps quelques propositions. Maintenant, nous venons au deuxième sujet. Ici, il s'agit de parler du propos. En fait, c'est des propositions de Nouvel Élan, le parti cher au Premier ministre Mozuto, qui pour lui, visiblement, il faut construire un mur. Mais comment on va le faire? Est-ce que c'est la solution? Avec quel argent? Comment on va... Tout ça, on va essayer de voir avec nos invités. Je rappelle à ceux qui nous suivent maintenant ou qui venaient de nous suivre maintenant, je reçois Maître Richard Bondo, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe et à la Cour pénale internationale. Aussi professeur José Adolphe Voto, professeur des universités, écrivain et documentariste. Il nous fait l'honneur et il répond à toutes nos questions. Mais aussi M. Blanchard Mongomba, qui est secrétaire général de Nouvel Élan et avocat aussi. On en parle de toutes ces questions, messieurs et dames. L'actualité en images. Alors, nous parlons déjà de que faut-il faire. Est-ce qu'un mur de séparation avec le Rwanda, de plus en plus de voix s'élèvent pour demander la rupture complète des relations diplomatiques, économiques et politiques avec le Rwanda. Ce pays bandit qui non seulement nous agresse, mais aussi tue et pille nos richesses. Les Congolais aujourd'hui en ont ras-le-bol de Paul Kagame qui continue à narguer la nation congolaise. Il faut que ça cesse et la décision doit être prise maintenant et non plus tard. Il est temps de mettre fin à la barbarie sanguinaire du pouvoir de Kigali qui joue le mercenaire de multinationales malveillantes pour déstabiliser la République démocratique du Congo, de Lumumba, de Kasavubu, de Mobutu, de M. Laurent Kabila, de Joseph Kabila et de Félix Tshisekedi. Oui, les Congolais ont pris conscience, il faut stopper les plans de balkanisation établis par Kagame et par Museveni. Ce ne sont pas des amis, mais plutôt des ennemis de la RDC, car ils ont vu nos richesses et nos terres, et pour ça, ils tuent les Congolais. Est-ce qu'il faut-il construire un mur entre la frontière avec le Rwanda? Ce mur prendra combien de kilomètres? Sera financé par qui? Est-ce que ça va résoudre le problème? Est-ce que nous avons pensé à nos compatriotes qui font les commerces dans tous les deux pays? Aujourd'hui, vu la détermination satanique de Kagame de faire saigner la RDC, il est important d'envisager cette possibilité. Et les propos du parti Nouvel Élan, je le cite, nous pouvons aligner 50 000 hommes troupes entre ces frontières qui nous séparent de l'Ouganda et du Rwanda. Avec le Rwanda, avec 60 ou 70 km, on fait un mur et c'est terminé. La distance de cette frontière, c'est plus ou moins 217 km², Congo, Kinshasa et le Rwanda. Les restes de l'espace, ce sont les eaux, les lacs et les montagnes. Mais la partie fragile ou poreuse, c'est 60 km. Et nous pouvons faire un mur de 60 km de l'Ouganda, on verra, à long terme. Le Rwanda est en instrumentalisant le M23, veut depeupler nos terres de l'Est pour les repeupler avec des populations extérieures qui ont des problèmes réels de terre au Rwanda. Ils sont 500 habitants au kilomètre carré. Dans 20 ans, ils seront 1000 au kilomètre carré. Nous disons, pour mettre fin à cette situation, d'abord, il faut avoir une bonne défense et nous pensons avec 1 milliard de dollars grâce aux performances actuelles de l'État. En ce qui concerne les recettes fiscales, on peut consacrer 1 milliard de dollars
pour notre défense. C'était le propos de M. Adolphe Mozito. Alors, vous êtes secrétaire général de Nouvel Élan. Pourriez-vous aller dans le même sens? D'abord, je commence par, c'est vrai, ce n'est pas le sujet, mais je dis que, Maître Bondo, pour nous, nous pensons qu'il est possible que nous puissions avoir les élections en 2023, tout en ayant justement un œil regardant dans ce qui se passe dans la partie est de notre pays. Nous l'avions dit, avec la situation fiscale actuelle, il est possible de mettre les moyens pour nos FRDC, mais au même moment, disponibiliser les moyens pour que nous puissions avoir les élections. Ça, c'est une obligation constitutionnelle. Moi, je pense que nous devons tenir à ça, puisque ça serait ne pas respecter la souveraineté, ça serait ne pas respecter la volonté de notre peuple. Bon, ça, on en parlera plus tard, ce n'est pas le débat. Si vous voulez, on en parlera tout. Sinon, ça va faire un long débat pour rien. Revenons sur la question. Est-ce que vous avez... Ce sont les propos de M. Mozito. Mais la question, qui va construire ce mur? Où on aura l'argent pour faire ce mur? Est-ce que vous avez pensé aux femmes qui vendent au Rwanda, qui vendent aussi en RDC? Est-ce que vous avez pensé à toutes ces personnes-là? Aujourd'hui, il y a une bonne partie des Congolais qui vivent au Rwanda. Ils vivent tranquillement, même calmement, même d'ailleurs, ils vivent à Gisenyi alors qu'ils travaillent, à Goma. Il y a des éleveurs rwandais qui viennent avec leurs brebis ou leurs troupeaux, je pense, le nourrir à Goma et vice-versa. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, Christian Bossembe, nous disons que pour nous, construire un mur de séparation entre la RDC et les Rwandais n'est pas synonyme à une rupture de relations diplomatiques. Ça, c'est une mise au point. Parce que lorsque nous disons qu'il faut construire un mur de séparation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, pour nous, nous pensons que c'est une solution à moyen terme qui pourrait effectivement nous aider à finir avec cette question, parce qu'il faut noter, nous l'avions dit, le Rwanda ne nous laissera jamais tranquille. Le Rwanda continuera à déranger la République démocratique du Congo tant que le Rwanda sera, en tout cas, au kilomètre carré, 500, vous venez de le dire, dans 10 ans, ils vont passer de 500 à 1000 et ils seront obligés de négocier. Si nous ne nous imposons pas, ils vont nous ravir nos terres. Donc nous devons mettre le Rwanda dans les conditions de venir négocier dans les conditions diplomatiques prévues pour occuper, pour habiter chez nous et non faire le contraire, c'est-à-dire nous ravir nos terres. Voilà pourquoi nous estimons que avec les 217 km qui nous séparent du Rwanda, nous mettons de côté 80, vous l'aviez dit, 87 km qui est rempli pratiquement des eaux, lacs Kivu et autres, 60 km de montagnes et autres. La partie poreuse, effectivement, de 70 km, il est possible que nous puissions ériger, construire un mur. Et ces murs, nous disons que ça peut nous prendre 8 mètres d'auteur, 70 km. Le coût, ça peut prendre, selon nos études, 163 millions de dollars. Et 163 millions de dollars, nous disons que nous n'allons pas faire comme, par exemple, l'Algérie et le Maroc ont fait en 2016. Ils se sont mis d'accord pour construire un mur mitoyen dans lequel l'Algérie bénéficiait parce que l'Algérie craignait le fait que le drogue quittait le Maroc pour son État et le Maroc craignait l'immigration clandestine. Donc, ils se sont mis d'accord, ils ont érigé un mur mitoyen. Nous disons, puisque le Rwanda ne sera pas d'accord, la République démocratique du Congo doit financer. Et 163 millions de dollars, nous disons que c'est possible que nous puissions mettre ça au profit pour avoir ces murs. Pourquoi il faut disponibiliser ça 63 millions de dollars? Nous disons, si nous essayons d'évaluer ce que nous perdons seulement sur le plan économique, vous savez, chaque année, le Congo perd 25 tonnes d'or pillés par le Rwanda et l'Ouganda. Et ces 25 tonnes nous donnent plus ou moins 1,5 milliard de dollars chaque année que nous perdons. Mais si nous mettons un budget, nous mettons 163 millions de dollars pour construire un mur qui restera et va nous permettre d'éviter l'immigration clandestine, nous éviter la perte d'1,5 milliard de dollars au moins chaque année que nous perdons par rapport à l'exploitation de l'or dans cette partie. Tout ce qui va avec la violation de nos terres, tout ça, ça va nous aider justement à... en tout cas, ça va nous permettre justement à épargner notre pays de tous ces risques qui menacent notre pays. Mais maintenant, parce que vous aviez parlé de compatriotes qui vivent ou qui travaillent dans le département, nous avions dit qu'il y aura un corridor qui sera disponible où nous allons placer tous nos services, ANER, DGM et autres, pour permettre justement aux citoyens... Qui peuvent se faire corrompre aussi.
qui peuvent se faire corrompre, Ouais. mais ça sera en tout cas minimisable par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le Rwanda, l'armée rwandaise, entre à tout moment comme il veut, il pille comme il veut, personne ne s'en occupe. Mais lorsque nous avons des services, un peu comme ici avec le Congo-Brazzaville, avant de traverser, vous présentez l'identité, on vous identifie l'opportunité de votre voyage et tout ça, je crois que ça va réduire le risque que nous sommes en train de subir Est-ce que cette aujourd'hui. question ne va pas appeler d'autres questions, comme l'identification, comme les recensements? Puisque vous le savez depuis 1997, aucun Congolais n'a un titre qui prouve qu'il est Congolais. Alors comment vous allez justifier que tel est Congolais et tel ne l'est pas? Est-ce avec une carte électeur que tout le monde peut avoir? Comment cela va se passer? Et ça, ce n'est que le premier problème. Le deuxième problème, ce sont les eaux. Est-ce que vous allez maîtriser, comment vous allez maîtriser la migration maritime ou la migration lacustre? Si les gens quittent le Rwanda utilisant la voie, par exemple, de l'eau, comment vous allez faire pour les arrêter? Auriez-vous des marins? Auriez-vous la force navale sur sur la question? Et les montagnes, comment vous allez faire? Est-ce que vous aurez des drones pour surveiller 24 sur 24 la traversée vers les montagnes? Puisque visiblement, vous avez minimisé ça en disant construisons d'abord là où il y a la terre, 50 km, et les montagnes et les lacs, on peut voir plus tard. Et si vous contournez, il passe en Ouganda, puisque vous dites Ouganda, c'est plus tard. Est-ce que vous avez pensé à tout ça? Non, je l'ai dit que la frontière entre le Congo et le Rwanda, ça nous fait 217 km. Oui. Les 217 km, s'il faut chiffrer, nous avions étudié et on a dit qu'il est possible avec 507 millions de dollars pour construire tous les 217 km, c'est-à-dire équiper même les parties des eaux, les parties des montagnes. Mais nous nous sommes dit, prioritairement, nous nous occupons à cette partie de 70 km, cette partie poreuse, parce que nous disons que c'est là où facilement les gens traversent. Mais la partie des eaux, Maître Bond, qui est expert en droit international, il sait que même dans des eaux, même dans des montagnes, il y a des tracés. Il est reconnu que telle partie, c'est la partie rwandaise, telle partie, c'est la partie congolaise. Donc, nous allons mettre effectivement des drones, nous allons mettre des mécanismes, des marins et autres pour surveiller partout où il faut surveiller de manière à ne pas donner accès facile à ces gens de venir déranger notre quiétude chaque fois. Parce que je l'ai dit, Christian Bossembe, le Congo, nous devons nous mettre en tête que nous ne serons jamais à l'aise avec nos 9 frères, c'est-à-dire le pays qui nous entoure, tant que nous serons toujours riches, nous aurons toujours la superficie que nous avons aujourd'hui et c'est à nous de mettre en place des mécanismes, des solutions pour essayer de nous protéger d'abord en interne avant de subir les pressions, subir tout ce que nous subissons avec nos, Est-ce que la nos réponse, frères on va terminer avec extérieurs. vous, mais est-ce que la réponse à tout ça n'est pas une armée forte? Puisqu'on a vécu 32 ans dans ce pays, on n'a pas besoin de faire, on n'avait pas besoin de dresser un mur. Est-ce que la réponse ici n'est pas d'avoir une armée dissuasive, n'est pas d'avoir un équipement complet comme vous l'avez fait avant? Puisque si le Rwanda sait que si on ose franchir un seul centimètre de la RDC, ils peuvent prendre 10 km, est-ce qu'ils ne vont pas reculer au lieu de nous tuer pour construire des murs qui vont encore demander l'entretien, l'argent, la surveillance? Pourquoi ne pas canaliser tout cet argent-là à l'érection d'une véritable armée, à la mise en place d'une véritable armée? Christian, ici, nous sommes à la recherche de solutions. Ouais. Parce que ce que l'être humain a de plus cher dans sa vie, c'est son existence. Or, chaque jour, vous venez de le dire tout à l'heure, pas plus tard qu'hier, on a perdu encore plus de 20 Congolais dans cette partie. Malheureusement. Or, si, en plus de la solution militaire que nous maintenons avec le budget que nous avions prévu, si nous pouvons aussi ériger ces murs pour nous permettre de préserver les vies humaines, mais également l'économie, comme nous l'avions dit. Chaque année, nous perdons 1,5 milliard au minimum. Nous disons que 163 millions de dollars, ce n'est pas ça qui pourrait nous faire reculer, qui pourra nous faire peur. Parce que d'aucuns diront que non, mais depuis l'effondrement du mur de Berlin en 1989, moi je dis non, parce qu'on l'a démontré, après l'effondrement du mur de Berlin, il y a eu encore plus de 65 murs qui se sont érigés partout au monde, dans tous les continents. Ceux-là sont exécutés pour des raisons de sécurisation de sol et de moyens économiques. Mais généralement, c'est pour des questions de migration, de drogue, mais jamais pour des questions de guerre. Parce que même aux États-Unis, vous voyez qu'on est on a critiqué Donald Trump sur cette question de mur. On disait que ça va permettre à ce qu'on perde beaucoup plus d'argent d'ailleurs que de résoudre le problème. Au contraire, chez nous au Congo,
En plus de la guerre, nous avons le problème de l'immigration clandestine dans cette partie. Nous avons le problème économique parce que je l'ai démontré ici que nous perdons 1,5 milliard chaque année. Il y a des questions de drogue, il y a tout ça entoure cette partie est de notre pays. Mais si nous sécurisons et que nous mettons en place un corridor avec des services tels que nous l'avions identifié, nous avions dit ANER, DGEM et tous ces services-là, nous allons rentabiliser que perdre tel que nous le faisons aujourd'hui parce qu'ils auront besoin de notre sol, ils auront besoin de l'or, ils auront besoin de tout ce que nous avons dans cette partie est. Et pour entrer, ils seront obligés de se soumettre à des procédures requises pour permettre à ce que le Congo rentabilise non seulement en termes économiques, mais aussi en termes de protection de son sol, en termes de protection des vies humaines de ses compatriotes, mais aussi en termes justement sur le plan militaire, que nous ne puissions pas trop perdre par rapport aux forces négatives. Merci beaucoup, M. Blanchard. Je vous ai donné beaucoup plus de temps parce que c'était vous l'auteur de la question. Il fallait en parler. Alors, Maître Bondo, avec vous, la même chose. Qu'est-ce que vous en pensez de la proposition de M. Muzito? Ça aurait été l'idéal. Les téléphones, s'il vous plaît, prof. Vous pouvez le tenir. Oui. Je crois que Muzito nous amène dans un schéma de Max Weber, un idéaliste qui croit que ce qu'il pense peut être une réalité. Non. Quelle est notre doctrine en tant que RDC? La RDC, sa doctrine, c'est la vocation africaine de notre État. Depuis l'indépendance, et tout le monde le dit, Frantz Fanon a dit, l'Afrique a la forme d'un revolver. Dans la gâchette, c'est placé au Zaïre. Au Congo. Au Congo. Ceci revient à dire que si l'Afrique peut décoller, c'est avec la RDC. Donc la RDC, par sa vocation africaine, surtout que nous sommes maintenant dans la zone de libre-échange, nous ne pouvons pas construire des murs. Nous avons des engagements internationaux qui nous contraignent à construire plutôt des ponts. Des ponts, des routes, de routes rails. Ceci étant dit, est-ce que Adolphe Muzito pense que l'état actuel de guerre dans ces frontières-là, quel est le moment du temps mort pour permettre à la construction de murs, à nos forces ou à nos ingénieurs de construire le mur? C'est une utopie. Pour être réaliste, c'est seulement avec les recettes que nous avons, dont le fonds de souveraineté, réunir des moyens, financer notre armée pour qu'elle soit dissuasive et forte. Ça forcera le respect de l'État congolais. Et une fois la paix assurée, nous construirons, au lieu des murs, nous construirons des routes, des ponts, des aéroports internationaux pour qu'il y ait fluidité de circulation entre les peuples de cette région et à travers nous, toute l'Afrique, jusqu'en Algérie, de l'Algérie en Afrique du Sud, du Kenya à Dakar, disons au Sénégal. Donc nous pouvons réussir ça dans la paix. Mais la paix est tributaire de la force dissuasive de nos forces armées. Il faut avoir une armée forte, une armée bien équipée, bien entraînée. Et le Congo est capable, parce que nous venons de le démontrer. Si nous avions une armée faible, 24 heures après Bunagana, le Rwanda était à Goma. Mais aujourd'hui, le Rwanda est en difficulté même de séjourner tranquillement à Bunagana. Parce que notre armée est là. Et pour bien faire, c'est ce que nous disons, demandons au président de la République. Il est ce que nous appelons dans les relations internationales le treaty making power. C'est lui qui est le détenteur de ce pouvoir d'engager la nation. Il n'a qu'à dire
j'ai certes signé, mais comme le M23 continue de, disons, le Rwanda, l'agresseur, continue de semer mort et désolation sur mon territoire, je dénonce l'accord de Nairobi. Et là, nous, peuple, nous sommes derrière lui, nous sommes derrière nos forces armées, nous allons l'accompagner, rien ne lui arrivera. Alors, professeur, vous avez la parole. La même question. Pour M. Mosito, comme vous l'avez entendu, il faut un mur et ça nous éviterait beaucoup de problèmes. Je dis, avec ou sans mur, la solution, c'est l'armée. Sans l'armée, vous ne contrôlez pas. Sans une armée forte, vous ne contrôlez pas de mur. Vous aurez des obus sur le mur. Ça va tomber. La solution ici, c'est une armée dissuasive. Donc, nous devons bâtir une armée forte, une armée d'autant de milliers, de centaines de milliers de Congolais, parce que nous avons une population aussi importante pour lever cette armée, une armée équipée, une armée formée, entraînée, et qui est capable de se faire respecter, de faire respecter le Congo. À ce moment-là, on se rendra compte très vite compte qu'on n'a même pas besoin de mur. Permettez que je revienne. Allez-y. Je revienne à Mobutu. Je réalisais que depuis que ces pays existent comme État, depuis 1885, le Congo, les Congolais au moins, n'ont eu de répit que pendant 32 ans. Pendant le... Bon, disons... Relativement. Relativement. Oui. Si vous prenez 85 à 1908, l'époque léopoldienne, où on a coupé des mains aux gens, de 1908 à 1960, le fouet que Lumumba dénonce, Oui. de 60 à 64. De problèmes, de tumultes, par-ci par-là. Et donc, il n'y a que cette parenthèse. De 65, on va dire à 93. Il n'y a que cette parenthèse-là, de 65 à 95, où on a relativement vécu un peu en paix. Et depuis 97 jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose. Donc, si on a vécu un peu relativement en paix pendant la période de Mobutu, c'est l'armée. Et il le disait. C'est l'armée. Donc, nous devons revenir là, bâtir une armée forte. Sinon, nous serons toujours envahis. Alors, vous rencontrez les deux et puis on termine par là. Oui. Et puis on donnera la parole pour terminer. On n'a plus que 6 minutes pour terminer cette émission. Oui, nous disons que l'armée, effectivement, est une solution. La défense est une solution pour l'insécurité dans cette partie Est. Mais en plus de cette solution de l'armée, de la défense, nous devons construire le mur. Et construire le mur ici n'est pas synonyme, comme l'a dit Maître Bondo, de rupture de relations diplomatiques, puisqu'il a évoqué la vocation africaine de l'État congolais. C'est-à-dire, lorsque nous construisons des murs, ça nous permet justement d'empêcher l'immigration clandestine, ça nous permet d'empêcher tous ceux qui tenteraient d'entrer par le sol au Congo par les voies non légales, les voies qui ne sont pas contrôlées. Il y aura des routes, bien évidemment, il y aura des ponts, mais qui seront sécurisés, qui seront contrôlés par des services. Et là, vous entrez, vous vous présentez avec vos identités, on vous identifie avec vos marchandises, vous entrez au Congo ou vous sortez. Pour nous, nous pensons que cette idée de construction de murs n'est pas contraire justement aux accords signés dans le cadre de notre pays avec tout ce que nous avons aujourd'hui, l'accord de libre-échange et autres. Ça ne contraire pas, ça ne va pas à l'encontre de tous ces principes, de toutes ces idées. D'où la nécessité justement de bien voir encore ces projets. Et en le disant, nous ne disons pas qu'il s'agit de M. Tshilombo aujourd'hui, que c'est lui qui doit maintenant et aujourd'hui aller construire ces murs. C'est un projet, c'est une vision, c'est une idée. Exactement. Donc si ce n'est pas aujourd'hui M. Tshilombo, mais du moins nous disons, c'est une idée que nous nous lançons en tant que nouvel élan. Et si ce n'est pas aujourd'hui, mais demain, nous, au pouvoir, nous tenterons l'expérience justement de riger ces murs de manière à nous permettre d'éviter tous ces dont je venais de citer tout à l'heure, c'est-à-dire l'immigration clandestine, vente de drogue, la guerre et autres. Et à côté de ces murs, nous n'excluons pas, parce que c'est ça la première idée pour nous. Non, pas diplomatique, plutôt la défense. Parce que déjà ici, Maître Bondo et le professeur ont démontré que la diplomatie actuellement n'existe pas dans notre État et en faillite. Maître Blanchard, merci d'être passé. Il y a des Congolais qui s'attaquent aux Tutsis, aux rwandophones qui sont au Congo. Et cela donne une très mauvaise image. Est-ce que vous allez décourager ces jeunes gens de s'en prendre à des autres citoyens
et avec machette, et ainsi de suite, tout en faisant passer les Congos comme un pays des barbares. Est-ce que vous allez décourager ces comportements? Ça, je décourage avec la dernière énergie. Il faut dire que lorsque nous parlons du Rwanda aujourd'hui, il ne s'agit pas du peuple rwandais qui est d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec ce que Paul Kagame fait aujourd'hui. Lorsque nous parlons du Rwanda, il s'agit du régime dictatorial, régime sanguinaire de M. Paul Kagame que nous condamnons ici parce qu'il vise le sol congolais. Mais le peuple rwandais, je crois que c'est comme tout peuple africain, nous n'avons aucun problème avec ces peuples. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Nous devons plutôt rester mobilisés avec des idées telles que nous échangeons pour que nous puissions accompagner nos forces qui sont sur le terrain, accompagner ceux qui ont la décision de prendre des bonnes décisions de manière à bouter justement hors état de nuire le régime qui soutiennent de forces négatives de manière à déranger la quiétude de nos compatriotes dans cette partie Est. Maître Bondo, vous êtes humaniste d'ailleurs, vous êtes avocat sans frontières depuis longtemps, vous avez étudié au Burundi. Est-ce qu'il est temps aujourd'hui de décourager toute tentative allant dans le sens de couper les gens, couper les machettes, brûler les maisons des gens et tout ça? L'humanisme ne peut pas prêter le flanc à ce type de comportement. Et je crois que l'énervement que ça suscite à l'échelle mondiale, c'est le piège de Kagame. Exact. Parce que Pierre Péan, plaidant devant un tribunal français contre Kagame, laissait couler ses larmes pour dire qu'il ne comprenait pas comment la France et le monde entier subissaient le mensonge diabolique, méphistophélique de Kagame. C'est pour cela que nous disons, toutes les images que vous avez vues, c'est sorti des officines de Kagame pour ostraciser le Congo. Nous n'avons pas ces habitudes, ce n'est pas notre culture. Ce n'est pas notre culture en tout cas. C'est la culture de Kagame. Lui-même monte avec ses officines et les infiltrés qui sont chez nous, qui peuvent recruter 2-3 jeunes gens contre 10 $, 20 $. En l'espace de 3 minutes, on a ces images-là et on les distribue sur la toile. On dit non, c'est le cas général, c'est le Congo. Le piège là a même pris le prix Nobel Mukwege. Donc nous, on n'est pas de cette culture, ce n'est pas notre... On n'est pas coutumier des massacres, on n'est pas coutumier du sang, de trouver du plaisir, comme si on est sadique, trouver du plaisir dans le sang humain qui coule. Très bien. La preuve, c'est que ce soit entre 60 et 65, que ce soit les 32 ans de Mobutu, les Congolais ne s'entretuaient jamais. Ils se disputaient, il y avait des sécessions par-ci, par-là, mais on ne s'entretuait pas. Nous, ce n'est pas dans notre culture. Il faut que le monde entier le note comme vrai. Le Congolais n'est pas sanguinaire. Très bien. Professeur, on termine. Il n'y a aucun problème. Et je termine. Kagame n'est pas éternel. Les Congolais, ayez votre peine, gardez votre peine en patience, mais Kagame partira. Les chèvres du Congo vont brouter au Rwanda, les vaches du Rwanda vont brouter au Congo. Nous sommes un même peuple. Et donc, moi, à l'école primaire, je me souviens toujours de mon livre de 4e primaire, livre d'histoire. Je n'oublie jamais. Le peuplade du Congo. On dit, les Congos, les Zaïre à l'époque, est peuplé par 4 types de populations. Il y a les Tois, les premières populations, les Pygmées. Il y a les Bantous, les Soudanais et les Nilotiques. Ça c'était avant nos ancêtres. Ça, je l'ai appris à l'école primaire. Et donc, il y a dans ce pays des Nilotiques, des Tutsis, comme on peut dire. Ça peut être des Ema, des Litouris, ça peut être des Tutsis, qui ont la morphologie de Kagame. Ça, c'est l'histoire. Ça, on ne peut pas nier ça. Si nous nions ça, nous allons falsifier l'histoire et nous allons tomber dans ces pièges. Dans le piège, exactement. Voilà. Donc, il ne faut pas ici que les gens procèdent au crime facial. C'est pas bon. Comme Maître l'a dit, ce n'est pas notre culture. Nous ne nous en prenons pas aux Rwandais.
Notre problème, c'est le gouvernement rwandais, c'est l'armée rwandaise, ce sont les dirigeants rwandais. Il faut faire la part des choses. Merci beaucoup, Maître Blanchard, d'être passé. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de Nouvel Élan. Merci de nous avoir consacré 1h20 minutes à partager avec nous. Merci beaucoup, Maître Bondo. En dépit de toutes vos charges, en tant qu'avocat, mais aussi chercheur, vous nous faites quand même l'honneur de répondre à nos questions. Et que dire du professeur qui a déjà, il faut le rappeler quand même, comme le disait Maître Bondo avant l'entrée de cette émission, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire qui restera finalement dans les annales de l'histoire. Vous avez réussi à ramener le projecteur du monde entier à un soldat oublié qui aujourd'hui est reconnu à travers le monde, décoré par le roi. Je crois que vous n'êtes pas deux Congolais à avoir fait ça. Et pour ça, on vous dit merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie. Merci, professeur, Ouais. pour cet exploit. Ouais, c'était un grand exploit. Merci, professeur Voto. Messieurs et dames, c'en est fini. Merci d'avoir suivi cette émission. Il y a eu donc des échanges qui vont certainement vous enrichir. J'aurai le même plaisir de vous retrouver très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.